Bonsoir tout le monde et bienvenue à l'UFA pour cette première conférence de l'année académique que nous commençons avec cette conférence. Et une conférence qui tombe bien puisque le procès Gbagbo a repris, mais il a été de nouveau ajourné d'un mois jusqu'en décembre, jusqu'à fin novembre. Fin novembre. Mais ça reste d'actualité. Et surtout, la question que nous allons traiter ce soir, l'ingérence ou les ingérences de la France dans son précaré africain depuis au Petit-Douanier, en ce qui concerne en tout cas la Côte d'Ivoire, jusqu'à aujourd'hui avec Ouattara. Ces ingérences-là sont non seulement récurrentes, mais elles sont très actuelles. Et c'est bien d'avoir un spécialiste qui vient d'écrire ce livre que je vous recommande tous, Le pompier pyromane. C'est juste 20 €. Et un livre très documenté et où on apprend beaucoup sur ces ingérences, comment elles s'effectuent, les mécanismes, etc. Mais aussi les effets de ces ingérences, en particulier avec l'affaire Gbagbo, qui a fait que une ingérence arrive non seulement à bouleverser complètement l'équilibre politique d'un pays, mais à provoquer l'arrestation du chef de l'État et son transfert dans une cour à une cour pénale internationale sur une question de politique interne. Donc il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais évidemment, ce sont des choses qui n'arrivent qu'en Afrique, malheureusement. Je ne vais pas garder longtemps la parole, juste pour vous signaler aussi que avec cette première conférence, nous avons eu une autre conférence inaugurale ce samedi, qui va porter cette fois sur la région des Grands Lacs, sur les enjeux et les défis de la situation sécuritaire dans l'Afrique des Grands Lacs. Cette région a été à l'honneur, c'est cette semaine ou la semaine passée, je ne me rappelle plus, avec le prix Nobel de la paix qui a été attribué à quelqu'un qui est tout justement extrêmement actif dans cette région du monde, où il a développé une science qui était inconnue jusqu'à présent, c'est-à-dire réparer des femmes qui sont victimes de violences sexuelles telles qu'elles se produisent non seulement dans cette partie de l'Afrique, mais dans d'autres parties du monde. Et le fait que ce prix Nobel, même si il y a de quoi aussi parfois être critique envers l'attribution des prix Nobel, non seulement parce que voilà, il y a certains prix qui sont réservés à certains pays ou à certaines régions du monde. Je ne sais pas quand est-ce que le Congo pourra avoir un prix Nobel de chimie ou de physique, mais c'est clair que vu les avancées technologiques des pays du Nord, ça reste des prix qui sont réservés aux pays du Nord. Et les seules fois où on peut donner un prix Nobel à un récipiendaire du Sud, c'est le prix Nobel de la paix, prix Nobel de littérature. En dehors de ça, c'est très difficile. Je me suis dit parfois qu'on pourrait donner un prix Nobel de l'économie à tous ces petits acteurs de l'informel qui arrivent à soutenir des économies entières africaines qui face à la défaillance de l'État. Bref, c'était une petite parenthèse. Donc, ce samedi, nous vous projetterons donc les réalités des Grands Lacs avec les questions sécuritaires, où effectivement, c'est pas seulement une instabilité politique de quelques fomentée par quelques groupes rebelles, etc. Il y a tout un projet dans cette région de remodeler, de redéfinir la géographie, voire même l'histoire de cette région. Et c'est de ça qu'il sera notamment question
ce samedi. Aujourd'hui, on va se focaliser sur la Côte d'Ivoire et au-delà de la Côte d'Ivoire, toute l'Afrique en général, comment il subit les ingérences françaises, grâce à notre ami David Moget, on a beaucoup de plaisir à le recevoir. Ça fait la deuxième fois qu'il vient à l'UPAF. La première fois, c'était toujours au sujet de la Côte d'Ivoire et de la France-Afrique. Il nous vient de Survie. Je ne sais pas si vous connaissez tous Survie. C'est une organisation qui s'est spécialisée, entre guillemets, dans la traque de tout ce qui... tous les traficotages, etc., autour de ce qu'on appelle la France-Afrique. Il pourra vous en parler beaucoup mieux que moi. Sans plus tarder, je vais lui donner la parole et puis j'espère qu'on va passer une soirée à la fois agréable et instructive. Alors, merci beaucoup pour cette présentation. Je suis vraiment très heureux de revenir à l'UPAF et de voir toujours de constater la richesse des activités qui se déroulent ici. C'est un vrai plaisir. Alors effectivement, c'est vrai qu'en 2012, j'étais déjà venu et j'étais accompagné d'une Ivoirienne, Oumou Kouyaté, qui aujourd'hui a un poste à l'université de Bouaké. Là, je viens dans un contexte un petit peu différent, effectivement, suite à la sortie d'un livre avec un autre camarade de survie. Raphaël est déjà l'auteur de 2 autres dossiers noirs sur la France-Afrique, sur l'armée française et sur Areva. Et donc là, c'est le 3e à son actif. Alors, je vais peut-être partir, avant de me focaliser sur la Côte d'Ivoire proprement dite, partir du mot France-Afrique. C'est le thème un petit peu qui est développé dans nos activités militantes. Et en fait, il se trouve que ce terme a été pour la première fois employé en 1953 par Félix Houphouët-Boigny, qui était le premier président ivoirien. Alors en 53, la Côte d'Ivoire n'est pas encore indépendante, donc c'est pas lui le président. Il est député en France. Il rencontre Jacques Foccart et le général de Gaulle, et il va avoir une belle carrière puisque non seulement il a été député, mais il a été ensuite ministre et ministre d'État. Et il fait partie des rédacteurs de la Ve République en France. Donc, lorsqu'en 1960, la Côte d'Ivoire devient indépendante, Houphouët n'est pas très chaud. Il va vraiment à l'indépendance à reculons. Donc, faut voir que lui a déjà une belle carrière politique en France. Et ce qu'il appelle France-Afrique, c'est le souhait de sa part de maintenir des liens avec la France les plus forts possibles. Et dès 1961, ça va prendre la forme notamment d'un accord de défense. C'est-à-dire que moins d'1 an après l'indépendance, il y a un accord de défense qui est signé entre la France, la Côte d'Ivoire, le Dahomey, c'est-à-dire le Bénin d'aujourd'hui, la Haute-Volta, c'est-à-dire le Burkina Faso, et le Niger. Et cet accord de défense, il prévoit notamment que les troupes coloniales, en fait, peuvent rester sur le sol africain. Et notamment, il y a encore à l'heure actuelle une base militaire permanente de l'armée française à Abidjan. Donc il faut bien voir que malgré l'indépendance, les soldats français n'ont jamais quitté le sol ivoirien. Il y a une annexe à cet accord de défense qui est tout à fait publique, il n'y a rien de secret, qui porte sur les matières premières. Et donc on établit en fait une contrepartie au fait que la France devrait défendre la Côte d'Ivoire en cas de problème. Et cette contrepartie, elle porte sur les matières premières, à savoir les hydrocarbures et les minerais. Et donc, selon cette annexe, eh bien, ces matières premières reviennent en premier lieu à la France. Et si la Côte d'Ivoire veut commercer avec d'autres pays, elle doit d'abord en référer à la France. Donc ça, c'est l'accord de défense de 1961. C'est ce que nous, on considère comme étant le pilier militaire de la France-Afrique. Un autre pilier tout à fait officiel, qui, lui, est monétaire. C'est le maintien du franc CFA, qui est une monnaie coloniale qui a été établie en 1946 et dont le sigle à l'origine signifie franc des colonies françaises d'Afrique. Aujourd'hui, le franc CFA, la dénomination a changé de signification, évidemment, mais le principe de cette monnaie n'a pas changé. Et notamment, à l'heure actuelle, il y a encore 50% des réserves de change de la zone franc qui sont sous séquestre à Paris. Donc voilà deux piliers tout à fait officiels de la France-Afrique, l'outil militaire, l'outil monétaire. Donc au même moment où le général de Gaulle, en 1960, accorde l'indépendance à 17 pays en Afrique, eh bien en parallèle,
il charge le secrétaire général aux affaires africaines de l'Élysée, à savoir Jacques Foccart, d'aller dans le sens contraire. Hein, donc c'est notamment, je vous l'ai dit là, par des choses tout à fait officielles, mais à cela s'ajoute aussi une présence plus occulte de la France dans ses anciennes colonies, notamment au travers de ses services de renseignement. Hein, et les services de renseignement, c'est aussi bien l'ancêtre de l'actuel DGSE, donc les services extérieurs de la France, hein, mais aussi le renseignement militaire, hein, ce qu'on appelle la DRM, et même les services du ministère de l'Intérieur sont présents sur place, hein, avec ce qu'on appelle le STIP, hein, le service de coopération technique de la police. Donc voilà ce dispositif, et ça se traduit notamment par une politique très musclée pour choisir les gens qui vont être au pouvoir au moment des indépendances. Et notamment, il va y avoir un certain nombre d'éliminations. C'est le cas de Oumniobé, leader de l'Union des populations du Cameroun, par exemple. Un autre leader de l'UPC, Félix Moumié, sera assassiné à Genève, empoisonné par les services français. Il y a d'autres assassinats. Jusqu'en 1987, on peut aussi signaler l'assassinat de Thomas Sankara par Blaise Compaoré, qui va rester au pouvoir jusqu'en 2014 finalement. En 1963, c'est Sylvanus Olympio au Togo qui est éliminé. Et il est éliminé par Gnassingbé Eyadema qui va rester au pouvoir, et aujourd'hui c'est son fils qui est au pouvoir au Togo. Donc on voit bien cette France-Afrique, d'un côté avec des outils officiels, et de l'autre côté des menées subversives, pour que ce soit des amis de la France qui dirigent ces anciennes colonies. Donc voilà à grands traits ce que nous on appelle France-Afrique. On est parti de l'appellation d'Houphouët-Boigny, on en vient à l'aspect le plus terrible de ce dispositif mis en place par Jacques Foccart. Alors évidemment, ce dispositif, il a évolué jusqu'à aujourd'hui, et là je vais revenir à la Côte d'Ivoire qui illustre assez bien une partie des évolutions de la France africaine. Je vais peut-être dire aussi un petit mot de survie que tu as évoqué tout à l'heure. L'association Survie, au début, n'a pas du tout pour but de lutter contre la France-Afrique. Les militants de survie, à l'origine, ce qui les motivait, c'était un appel d'une centaine de prix Nobel au début des années 80, qui estimait intolérable qu'à l'époque, il y ait encore 40 000 enfants dans le monde qui meurent tous les jours, et qui estimait que l'aide apportée aux pays africains, notamment, devrait être plus efficace et venir à bout de ce problème-là. Alors ça a été une campagne internationale basée à Bruxelles, et elle a eu des émanations, notamment en Belgique, en Italie, où les mouvements dans ces pays-là ont réussi à réformer l'aide publique au développement de ces pays. Donc ça s'est traduit notamment par une nouvelle législation sur l'aide en Italie et en Belgique. En France, donc l'association Survie, ses militants ont fait un grand travail pour mobiliser des élus locaux, des maires, des députés, et bien qu'ils aient engrangé de nombreux soutiens, ils ont compris au bout d'un certain moment qu'il n'était pas possible de déposer un projet de loi sur l'aide publique au développement. Et là, ils ont compris qu'il y avait des freins institutionnels qui venaient d'en haut, qui faisaient que cette aide, elle n'allait pas pouvoir changer, et si elle était en grande partie inefficace, c'était sans doute voulu. C'était voulu parce que une partie de l'argent de cette aide sert en fait à soutenir justement des régimes amis dans un certain nombre de pays, et on sait aussi qu'il y a évidemment une partie de ces fonds qui sont détournés, mais y compris qui reviennent sous forme de financement de partis politiques en France. Donc ça, il y a eu quelques affaires concernant ces choses-là dans les années 80. Et ça a été, disons, un premier tournant pour l'association Survie de se rendre compte que une réforme de l'aide publique il y avait des freins très importants, et que c'était lié sans doute à des relations assez néfastes entre la France et ses anciennes colonies. Un deuxième tournant très important, c'est 1994, avec le génocide des Tutsis du Rwanda. Donc un an auparavant, en 1993, le président de Survie, Jean Carbonaré à l'époque, est allé sur le plateau d'Antenne 2, l'ancêtre de France 2, pour avertir que le régime rwandais était un régime qui était en train de préparer un génocide, et il appelait les autorités françaises à réagir. Et s'il le faisait, c'est parce qu'il savait qu'il y avait des liens extrêmement forts entre la famille Habyarimana, notamment, qui était au pouvoir depuis une vingtaine d'années au Rwanda,
et François Mitterrand et son fils, Jean-Christophe Mitterrand. Hein, il y avait des liens personnels extrêmement forts. Hein. Et malgré cet appel donc lancé sur un média d'audience nationale, ça n'a pas empêché, un an plus tard, que le génocide ait lieu. Et il faut rappeler qu'il y a eu, en l'espace de 3 mois, entre 800 000 et 1 million de Tutsis qui ont été tués. Non seulement cela, mais en plus, on le sait aujourd'hui à travers notamment des témoignages de militaires français, notamment Guillaume Ancel, qui a fait des interviews, qui a fait des livres, où il explique que lui, militaire français, a été envoyé en mission au Rwanda, et le début de sa mission, c'était pour soutenir le gouvernement génocidaire en déroute. Assez rapidement, Paris s'est quand même aperçu que la situation était absolument intenable, et l'opération s'est transformée en opération humanitaire. C'est l'opération turquoise qui a consisté à établir des corridors humanitaires pour que des personnes qui fuyaient le Rwanda, majoritairement des Hutus et notamment les autorités en déroute, trouvent abri dans l'est du Zaïre. Et il témoigne aussi notamment que même au moment de la transformation en opération humanitaire, il y a eu des livraisons d'armes à destination de certains Hutus, dans l'espoir pour Paris qu'ils reprennent le pouvoir au Rwanda. Donc c'est vraiment aller très très loin dans le soutien au régime génocidaire. Et nous, au niveau de l'association Survie, on estime que là, la France a été complice du génocide de 1994. Donc ça, c'est le deuxième grand choc pour l'association Survie, et ce qui fait qu'elle est devenue ce qu'elle est aujourd'hui, à savoir son principal but est de dénoncer les relations que Paris entretient avec un certain nombre de régimes qui sont non pas dans le respect de la démocratie, non pas dans le respect des droits de l'homme, et surtout certainement pas pour le développement de ces pays. L'un des buts de ce dispositif, c'est pour les groupes français au niveau économique, d'extraire des matières premières bon marché en Afrique. Maintenant, ça intéresse beaucoup de pays, mais à l'origine, la France avait une position vraiment dominante par rapport à ça. Là, je vais en revenir un petit peu à la Côte d'Ivoire pour citer des exemples, justement. Aujourd'hui, des groupes comme Bolloré, comme Bouygues sont extrêmement présents en Côte d'Ivoire. Alors, si j'en reviens un petit peu à l'historique, j'ai parlé tout à l'heure d'Houphouët-Boigny, il va rester au pouvoir pendant 33 ans, c'est-à-dire jusqu'en 1993, à son décès. Et lorsqu'il décède en 1993, il a un Premier ministre. Et là, je vais introduire les acteurs politiques de la suite de l'histoire ivoirienne. Son Premier ministre s'appelle Alassane Ouattara. Il est nommé Premier ministre en 1990, et à cette époque-là, les Ivoiriens ne le connaissent pas. C'est quelqu'un qui a fait sa carrière dans les institutions financières internationales. Il a été à la BCEAO, donc c'est la banque qui gère le franc CFA pour la zone ouest africaine. Et il a été directeur adjoint du Fonds monétaire international, en charge de l'Afrique. Et en fait, il est nommé Premier ministre dans un contexte de très grave crise économique en Côte d'Ivoire, puisque non seulement sous l'époque coloniale, mais aussi sous l'époque Houphouët, le pays a uniquement misé sur sa production agricole. C'est sous la colonisation que, notamment, il y a eu des grandes plantations de cacao, de café, un peu plus tard d'EVA, et Houphouët a vraiment continué dans ce sens. Lui-même était un grand propriétaire terrien, en fait, et il a continué. Ce qu'on a appelé le miracle ivoirien était vraiment basé sur les exportations agricoles de la Côte d'Ivoire. Et à la fin des années 80, lorsqu'il y a eu la chute des prix des matières premières agricoles, ça a été un véritable coup de fouet pour l'économie ivoirienne. Alors coup de fouet, non pas dans le sens ascendant, mais dans le sens descendant, à savoir que il a fallu que Houphouët-Boigny demande l'aide des grandes institutions internationales, la Banque mondiale, le Fonds FMI, pour avoir des prêts. Mais ça a été évidemment en contrepartie, on le sait un petit peu aujourd'hui avec l'exemple grec, de certaines mesures d'austérité en Côte d'Ivoire. Donc, par exemple, le secteur de l'éducation, à l'époque, l'école était gratuite, donc ça a été la fin de la gratuité de l'école, ça a été des coupes dans les budgets sociaux, et il y a eu une vague de privatisation. Donc ce qu'on appelle les plans d'ajustement structurel, que la Côte d'Ivoire a connu, et un certain nombre de pays à cette époque-là aussi. Et en fait, la contrepartie de l'aide des grandes institutions internationales, ça a été que Houphouët nomme Alassane Ouattara, qui était issu du FMI, comme Premier ministre. Et c'est lui donc qui a appliqué cette politique d'ajustement structurel. Ça s'est traduit notamment par des privatisations.
Et c'est de cette manière que Bouygues a obtenu à l'époque le marché de la distribution d'eau, de la distribution d'électricité. Bolloré a eu le marché du ferroviaire. Il était aussi présent au niveau des plantations d'EVA et de cacao. Le cacao, il va s'en retirer par la suite, mais aujourd'hui, il est toujours présent à la fois dans l'EVA, dans le ferroviaire, et il détient aussi le port d'Abidjan. Donc voilà, en gros, pour citer deux exemples de grands groupes français très installés en Côte d'Ivoire. Alors, par ailleurs, lorsque Houphouët décède, c'est le président de l'Assemblée nationale qui va lui succéder et qui va assurer l'intérim entre 1993, date de son décès, et 1995, des prochaines échéances électorales. Donc, lui, Henri Konan Bédier, ce président de l'Assemblée nationale, c'est l'héritier direct du parti unique. Il faut bien voir que sous Houphouët-Boigny, jusqu'au milieu des années 80, la Côte d'Ivoire est sous le régime de parti unique. Et à l'époque, il y a un parti d'opposition qui est un parti clandestin, qui est le Front populaire ivoirien, qui a été fondé notamment par Laurent Gbagbo et par sa femme, qui n'est pas encore sa femme à l'époque, mais c'est aussi une militante qui est à l'origine de ce parti clandestin. Au moment de 1990, un peu avant 1990, le FPI devient un parti officiel. Il y a des élections présidentielles au cours desquelles Laurent Gbagbo aurait eu de l'ordre de 20%. Et il raconte que le score lui avait été annoncé par Paris avant les élections. On ne sait pas si c'est vrai. Mais voilà. Avant les élections. Avant les élections. Donc voilà, lui est un peu l'opposant historique à Houphouët. À l'époque, il y a eu de grosses contestations étudiantes à l'université d'Abidjan, avec un syndicat étudiant qui s'appelle la FESI, et qui est très contestataire, notamment contre le pouvoir. Et l'université d'Abidjan, à la fin des années 80 et au début des années 90, va connaître ce qu'on appelle la guerre des machettes. C'est-à-dire que le pouvoir va en fait essayer de susciter des divisions au sein de la FESI, et ça débouche sur des affrontements extrêmement violents au sein de la FESI, qui majoritairement est quand même très proche du FPI de Laurent Gbagbo. Donc voilà un petit peu la scène politique. Vous avez d'un côté le parti unique, d'un autre côté vous avez Alassane Ouattara qui est là pour appliquer des plans d'ajustement structurel, et vous avez Laurent Gbagbo qui est l'opposant historique. Alors lorsqu'on arrive aux élections de 1995, Henri Konan Bédier, donc l'héritier du parti unique, pense qu'il a tout à craindre de la candidature d'Alassane Ouattara. Alassane Ouattara, c'est quelqu'un qui est originaire du nord de la Côte d'Ivoire, et on pense que la majorité des Ivoiriens du nord de la Côte d'Ivoire vont voter quasiment comme un seul homme pour lui. En tout cas, au niveau du PDCI, le parti unique, c'est l'analyse qui en est faite, et autour d'Henri Konan Bédier, il va y avoir le développement d'une idéologie qu'on appelle l'ivoirité. Donc cette ivoirité, elle consiste notamment en une loi électorale qui est modifiée, avec un article qui stipule que pour se présenter aux élections, il faut être ivoirien, mais aussi de père ivoirien et de mère ivoirienne. Et ça, c'est une disposition qui va éliminer Alassane Ouattara de la course à la présidentielle. À l'époque, Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara ont constitué ce qu'on a appelé le Front républicain. Donc c'est un petit peu difficile à comprendre quand on connaît la suite des événements jusqu'en 2011, mais à l'époque, ils étaient unis face à Laurent Gbagbo, dans l'espoir sans doute de gagner les élections. Et lorsque... Pardon. Unis face à Bédier. Unis face à Bédier, pardon. Unis face à Henri Konan Bédier. Et lorsque Alassane Ouattara, à cause de cette nouvelle loi électorale, ne peut pas se présenter, Laurent Gbagbo décide aussi de boycotter l'élection présidentielle. Et donc en 1995, Henri Konan Bédier est élu président de la République en Côte d'Ivoire. Il y a un deuxième versant de l'ivoirité qui est le versant au niveau universitaire. Il y a un cercle d'universitaires qui s'est constitué autour de Konan Bédier, qui s'appelle la Kurdif, et dont les membres vont s'escrimer à classer les Ivoiriens, depuis les Ivoiriens multiséculaires jusqu'aux Ivoiriens de circonstance. Donc là, le but, c'est de dénier la nationalité des Ivoiriens originaires du nord du pays. Alors, il faut savoir que la question de la nationalité
est tout à fait piégé, puisque par exemple dans les années 30, l'essentiel du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire formaient un seul pays. Jusqu'à cette histoire d'ivoirité, la question de la nationalité n'avait pas grande importance, et d'ailleurs sous Houphouët, il y avait non seulement sous Houphouët, mais même sous la colonisation, pour avoir des travailleurs sur les plantations agricoles, il y avait eu une politique consistant à accueillir le plus possible de gens originaires des pays du nord de la Côte d'Ivoire, que ce soit la Guinée, le Niger, jusqu'au Niger, le Burkina Faso, le Mali. Et donc cette politique d'accueil, on se posait pas tellement la question de la nationalité des gens. Et d'ailleurs, on dit qu'à l'époque d'Houphouët, tout le monde pouvait voter, qu'il soit ivoirien ou pas. Et c'est quelque chose qui va devenir très problématique justement sous Henri Konan Bédié, avec tout l'enjeu de qui peut voter et est-ce qu'on va laisser les Ivoiriens originaires du nord de la Côte d'Ivoire ou bien ceux qui viennent des pays frontaliers qui bien souvent ont les mêmes patronymes, est-ce qu'ils vont pouvoir voter ou pas? Donc voilà, il y a ce poison de l'ivoirité, mais il faut bien voir que c'est un instrument politique, mais qui n'a jamais eu de répercussions sur la cohabitation des différentes populations entre elles. Les choses se sont toujours bien passées, à l'exception peut-être des problèmes fonciers qu'il y avait autour des plantations de cacao. Mais là, ça regroupe un problème un petit peu différent, qui est le problème du statut de la terre, du statut juridique. Donc voilà un petit peu ce qui se passe sous Bédié. Il y a ce poison de l'ivoirité qui est inoculé sur la scène politique et qui va marquer la politique ivoirienne jusqu'à aujourd'hui quasiment, jusqu'en 2011 au moins. Alors pour ma part, je me suis intéressé justement à ce mot ivoirité dont on a beaucoup entendu parler par la suite dans la presse française. J'ai regardé les occurrences qu'il pouvait y avoir dans les quotidiens nationaux français et en fait on s'aperçoit qu'il est quasiment absent jusqu'au renversement de Bédié en 1999. C'est-à-dire que à l'époque la plus terrible de l'ivoirité, c'est-à-dire au milieu des années 90, eh bien les quotidiens français ne s'intéressaient pas à ça. Aux yeux de Paris, Konan Bédié était l'homme qu'il nous fallait, donc on n'allait pas s'intéresser à ce qui se passait sur la scène intérieure. Et là, Paris était très heureux de l'élection d'Henri Konan Bédié en 1995. En revanche, ça va être dans les années 2000 que les médias français vont beaucoup s'intéresser à l'ivoirité, mais en créant une sorte d'anachronisme en fait, ce qui va poser pas mal de problèmes. Je reviendrai là-dessus après, mais alors pour en finir avec Henri Konan Bédié, il est renversé en 1995 et il s'est très largement discrédité. 99, pardon. 95 c'était l'élection, merci. 99 c'est en décembre 99, voilà, le 24 décembre pour Noël, il est renversé. Et entre-temps, il s'est largement discrédité au niveau économique. Il y avait des fonds assez importants de l'Union européenne pour aider la Côte d'Ivoire, et des rapports ont montré les détournements massifs de cette aide. Et l'Union européenne, pas la France, mais l'Union européenne a fini vraiment par taper du poing sur la table. Et lorsqu'il est renversé en 1999, il est discrédité aussi bien au plan interne qu'au plan international. Alors pour situer aussi un petit peu les choses, il faut parler de la politique française. En 99, c'est l'époque de la cohabitation. C'est-à-dire que Jacques Chirac est à l'Élysée, mais c'est le socialiste Lionel Jospin qui est le Premier ministre. Et on dit qu'il y a eu un bras de fer entre les deux hommes lors du renversement de Bédié. C'est-à-dire que Jacques Chirac, qui était très, très, très attaché à la figure d'Houphouët-Boigny et qui était très lié à l'ancien parti unique, aurait voulu le rétablissement de Bédié à la présidence ivoirienne. Et Jospin avait une politique un peu différente qu'il appelait ni indifférence ni ingérence. Donc lui a dit niet à ce que les soldats français rétablissent Bédié. Et donc Bédié va finalement s'exiler. Et il va finir par s'installer en France à cette époque-là. Alors en 1999, c'est une junte militaire qui se met en place avec un général, le général Gay, qui prend la tête de cette junte donc à la Noël 1999. Et lui explique qu'il est là pour balayer la maison, c'est-à-dire assainir le climat politique et garantir que tout le monde puisse se présenter à des élections dans moins d'1 an, élections auxquelles il promet de ne pas se présenter. Alors en l'espace de quelques mois, il va changer d'avis, notamment en juillet 2000, bien loin de résoudre le problème de l'ivoirité, il va au contraire proposer de voter par référendum une nouvelle constitution et qui inscrit dans le marbre de la constitution cette loi
qui veut qu'un Ivoirien ne peut se présenter aux élections que s'il est ivoirien, de père ivoirien et de mère ivoirienne. Donc à nouveau, Alassane Ouattara va être éliminé de la présidentielle de l'automne 2000. Henri Konan Bélier, qui n'habite pas en Côte d'Ivoire, est éliminé justement parce qu'il n'est pas sur le sol ivoirien. Et donc face au général Gueye, il va y avoir seulement Laurent Gbagbo qui va pouvoir se présenter. Alors on dit qu'il y aurait eu un accord entre les deux hommes pour se partager le pouvoir, le général souhaitant être élu président de la République. Alors lors des élections de l'automne 2000, on estime qu'il y a environ seulement un tiers des électeurs qui se déplacent. Mais ces électeurs votent majoritairement pour se débarrasser du général Gueye. Et donc c'est Laurent Gbagbo qui a la majorité des voix. Mais il va y avoir de longues semaines avec un véritable chaos dans les rues d'Abidjan, puisque d'une part, il y a les militaires favorables au général Gueye qui veulent faire en sorte qu'il se maintienne au pouvoir. Il y a les militants du FPI de Laurent Gbagbo qui réclament que ce soit Laurent Gbagbo qui accède à la présidence. Et il y a les partisans d'Alassane Ouattara qui veulent de véritables élections transparentes et auxquelles leur leader puisse se présenter. Donc dans cette très grande confusion, il va y avoir de nombreux morts. Il y aura même notamment un massacre à Yopougon qui sera commis par des gendarmes ivoiriens. Et c'est dans ce contexte terrible que finalement Laurent Gbagbo accède au pouvoir et il est reconnu par Paris. Alors il faut rappeler que le FPI fait partie de l'Internationale socialiste, comme le Parti socialiste français, et que c'est donc toujours Lionel Jospin qui est Premier ministre. Et ça a sans doute facilité la reconnaissance de l'élection de Laurent Gbagbo. Donc voilà un petit peu le contexte dans lequel l'opposant historique accède au pouvoir. Et moins de 2 ans plus tard, en septembre 2002, Laurent Gbagbo va faire face à une rébellion. Alors cette rébellion, elle tente d'abord de renverser le président donc à Abidjan le 19 septembre 2002, mais elle échoue au niveau du coup d'État. En revanche, la rébellion parvient à prendre la ville qui va devenir son fief, Bouaké, dans le centre-nord de la Côte d'Ivoire, et la ville de Korogo, encore un peu plus au nord. Alors là, l'attitude de la France va être déjà relativement ambiguë, c'est-à-dire que la Côte d'Ivoire va dire qu'il s'agit d'une rébellion qui vient du Burkina Faso et va demander l'application pleine et entière de l'accord de défense de 1961, qui prévoit qu'en cas d'agression extérieure, le pays doit être défendu par l'armée française. Et Paris va faire une analyse très différente en disant qu'il s'agit d'une question interne à la Côte d'Ivoire et qu'on ne va pas s'ingérer à ce niveau-là. Alors, la diplomatie française va s'escrimer à obtenir un cessez-le-feu entre les deux camps. Donc le camp loyaliste de Laurent Gbagbo et le camp rebelle, et chose qui sera faite en l'espace de quelques semaines. Et l'armée française va intervenir d'abord quelques jours après le début de cette rébellion pour extraire les expatriés qui se trouvent dans le nord de la Côte d'Ivoire, et ensuite pour se déployer le long d'une ligne de cessez-le-feu qui va d'est en ouest de la Côte d'Ivoire, donc va diviser le pays de manière très durable, puisque ça va durer jusqu'en 2011. Alors, il faut voir que si dans le titre du livre, on a utilisé l'expression pompier pyromane, c'est parce que sans cesse, la diplomatie française s'est affichée avec un rôle de pompier, donc celui de surveiller par exemple un cessez-le-feu, mais en sous-main a été très souvent pyromane. Par exemple, dès le début de la rébellion, il faut savoir qu'il y avait un officier français qui était chargé du contact avec les rebelles et qui était sur le terrain à leur côté. Donc ça c'est documenté notamment dans un livre pas d'un militaire français, mais qui est basé sur des entretiens avec des militaires français, un livre de Jean-Christophe Notin, et donc il a notamment eu des entretiens avec le colonel Courcelles, qui était cet officier chargé du contact avec les rebelles. Et il va être notamment aux côtés des rebelles, même lors de l'offensive qu'il y aura au mois d'octobre sur une ville qui s'appelle Vavois, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Et il témoigne de ce que c'est l'armée française qui a soigné un certain nombre d'officiers rebelles lorsqu'ils ont été blessés par l'armée loyaliste ivoirienne. Donc ça, c'est le côté plus, on va dire, pyromane. On ne sait pas exactement dans quelle mesure est-ce que la France jusqu'où est-ce qu'elle a été dans son soutien aux rebelles, mais ce qu'on sait, c'est qu'elle ne pouvait pas ignorer que cette rébellion s'était préparée à Ouagadougou, donc la capitale du Burkina Faso, et ceci accrédite complètement la thèse d'une rébellion venue de l'extérieur. Par la suite, il y a eu de nombreux rapports de l'ONU
puisque, alors bien plus tard, en 2006, il y a un embargo qui sera mis en place contre la Côte d'Ivoire concernant les armes et les diamants. Et donc tous les 6 mois, il y a un groupe d'experts de l'ONU qui est chargé de produire un rapport pour surveiller, pour raconter les éventuelles violations de cet embargo. Et le travail de ces experts est extrêmement intéressant. Il montre à quel point est-ce qu'il y a eu une économie de guerre qui s'est mise en place dans le nord de la Côte d'Ivoire et que le cacao, le coton étaient détournés, arrivés au Burkina Faso avant d'être exportés à partir du port de Lomé au Togo. Donc il y a eu toute une filière économique qui s'est mise en place au bénéfice de la rébellion. Et ça, Paris était nécessairement au courant, quand on connaît les liens de Paris avec Blaise Compaoré au Burkina Faso. Et d'ailleurs, on raconte que le leader de la rébellion à l'origine, qui s'appelait Ibé, qui était aussi à l'origine du coup d'État de 1999, ce militaire qui avait rompu les liens avec le général Gaï, justement parce qu'il ne souhaitait pas que Gaï puisse se présenter aux élections, il est parti en exil pendant l'année 2000 et il a été accueilli de manière officielle par Blaise Compaoré au Burkina Faso, dans l'une de ces villes-là, et c'est autour de lui que s'est constitué le noyau, l'embryon de la rébellion ivoirienne. Donc voilà un petit peu pour cette rébellion. Sur le plan diplomatique aussi, l'action de Paris va être déterminante. En janvier 2003, elle va inviter les différents partis politiques ivoiriens et les mouvements rebelles à une table de négociation dans la banlieue de Paris, à l'Inas Marcoussis. Et là, ce qui est proposé par Paris et ce qui va être imposé en fait à Laurent Gbagbo, c'est notamment un gouvernement d'ouverture avec des postes qui sont donnés aux rebelles, et notamment le poste de ministre de la Défense et de ministre de l'Intérieur. Donc c'est évidemment quelque chose qui est inacceptable pour les Ivoiriens. Laurent Gbagbo n'a pas vraiment d'autre choix que de signer cet accord lorsqu'il est à Paris, mais sitôt rentré à Abidjan, les jeunes patriotes, c'est-à-dire les jeunes qu'ils soutiennent, qui sont très souvent des anciens étudiants de la FESI, lancent des appels à la population ivoirienne pour descendre dans la rue et pour contester cet accord imposé par la France. Donc ça va être une première vague de manifestations anti-françaises qui va avoir lieu donc en janvier 2003, en janvier et février 2003 à Abidjan. Il va y avoir déjà à cette époque-là des expatriés qui vont quitter le pays. Donc voilà l'action de la France au niveau diplomatique. Il y a évidemment des contreparties à la mise en place de ce gouvernement, et notamment il doit y avoir un processus de sortie de crise qui prévoit le désarmement des rebelles. Et en fait, cette thématique du désarmement ne va jamais aboutir, c'est-à-dire que jusqu'aux élections qu'il y aura en 2010, eh bien, les rebelles n'ont jamais désarmé, et Paris n'a jamais fait une priorité de cette chose, enfin de cet élément qui était pourtant dans les accords de l'Inas Marcoussis. Alors, constatant que les choses ne se débloquent pas avec l'accord de l'Inas Marcoussis, les forces loyalistes, donc favorables à Laurent Gbagbo, piétinent, s'impatientent, et finalement, il y a une offensive de ces forces loyalistes sur le nord de la Côte d'Ivoire, notamment sur le fief de Bouaké, au début du mois de novembre 2004. Ça commence le 2 novembre, et donc c'est d'abord une offensive terrestre qui est couronnée de succès jusqu'à ce que, quelques jours plus tard, le 6 novembre 2004, il y ait un bombardement de ce fief rebelle, et notamment c'est un camp militaire français qui va être touché, avec 9 soldats français qui vont décéder. Et là, il va y avoir une escalade de violence, donc qui part de Bouaké, mais qui va aboutir à Abidjan. Déjà, il va y avoir un ordre donné à l'armée française de détruire les moyens ivoiriens de l'armée ivoirienne, notamment les hélicoptères, les Alpha Jets et les Sukhoi, du matériel russe, des avions russes, qui ont été acquis par la Côte d'Ivoire et qui sont ceux qui ont mené le bombardement. Donc on détruit tout ça. Face à ça, alors parallèlement en plus, l'armée française se déploie à Abidjan, sur l'aéroport international d'Abidjan. Donc l'armée française estime que c'est la porte de sortie pour l'ensemble des expatriés présents dans le pays et qu'il n'est pas possible de laisser ça aux mains des Ivoiriens. Alors il y a une réaction immédiate des jeunes patriotes et un appel est lancé à la télévision pour que les Ivoiriens descendent dans la rue et contestent ce qui est en train de se passer. Donc annonce que les moyens aériens ivoiriens viennent d'être détruits par l'armée française, que l'armée française s'est déployée sur l'aéroport. Donc demande aux Ivoiriens d'aller manifester, notamment devant le camp militaire français et devant
devant l'aéroport, qui n'est pas loin. Il va y avoir de nombreux Ivoiriens, bien au-delà des gens favorables à Laurent Gbagbo, qui vont se mobiliser, qui vont descendre dans la rue. Eux ne sont pas au courant du bombardement qui a tué les soldats français à Bouaké. Ils sont uniquement au courant de ce que l'armée française a fait elle-même. Et de nuit, il va y avoir de nombreux Ivoiriens qui vont traverser les ponts sur la lagune Ébriée, qui traverse Abidjan, pour se diriger dans le secteur de l'aéroport et du camp militaire français. Et il y a des images de Canal+, où l'on voit, donc il y avait des reporters de Canal+, qui étaient présents sur place, et depuis le toit d'un hôtel, ils ont filmé ce qu'ils voient, à savoir des hélicoptères français qui, de nuit, tirent sur les ponts d'Abidjan pour empêcher les manifestants de progresser dans ce quartier-là. Parallèlement, il y a 3 colonnes de blindés français à qui on ordonne de quitter la zone de cessez-le-feu pour justement se diriger vers Abidjan. Officiellement pour protéger les expatriés. En fait, de manière assez curieuse, il y a l'une des colonnes de blindés qui va s'égarer, nous dit-on, devant la résidence de Laurent Gbagbo. Donc ce sont les termes de la ministre de la Défense pour expliquer ce qui s'est passé. On sait, et je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure, que dans l'un des blindés français se trouvait un général ivoirien. Et donc la version la plus crédible actuellement, c'est que il y avait une tentative de renversement de Laurent Gbagbo, et ce général aurait dû prendre le pouvoir. Il n'en a rien été, sans doute a-t-il pris peur face au mouvement populaire qu'il y avait dans les rues d'Abidjan. S'est-il dégonflé? C'est ce qu'ont dit certains, notamment le numéro 2 de l'opération Licorne, l'opération française, par la suite. Il a déclaré ça lors d'un reportage. Lui pense que ce général ivoirien s'est dégonflé, donc la colonne est repartie du domicile de Laurent Gbagbo. Elle va se poster quelques heures plus tard devant l'hôtel Ivoire, qui fait la fierté des Ivoiriens, qui est pas très loin de la résidence présidentielle. Et là, les manifestants vont à nouveau s'agglutiner devant les soldats français, vont réclamer qu'ils décampent de cet endroit, et l'armée française va finir par tirer dans la foule. Et là encore, il y a des images qui ont été diffusées par Canal+, mais des images d'une chaîne ivoirienne. Et les reporters de Canal+, notamment ceux qui sont à la tête de l'émission 90 minutes, à l'époque vont expliquer tout le mal qu'ils ont eu pour diffuser ces images qui avaient été en fait données par les Ivoiriens à l'ensemble des télévisions françaises. Et la plupart des télévisions, enfin toutes les télévisions ont refusé de les diffuser, sauf Canal+. Et on voit sur ces images très clairement les soldats français mitrailler la foule qui est complètement désarmée. Donc nous, on estime que c'est vraiment l'épisode le plus grave de la crise ivoirienne de la part de l'armée française. C'est véritablement un crime de guerre qui a été commis à ce moment-là. Et il n'y a jamais eu d'instruction judiciaire pour enquêter sur ces crimes. Il y a eu une enquête balistique de la part de l'Afrique du Sud qui a montré que les victimes qui avaient été autopsiées avaient clairement été tuées par des armes françaises. Donc voilà un petit peu. Il y a un autre volet sur lequel là, pour le coup, il y a eu une véritable enquête. C'est le bombardement qui a eu lieu à Bouaké. Alors il faut savoir qu'il y a eu non seulement 9 soldats français qui sont morts, il y a aussi un civil américain, et il y a environ une trentaine de soldats français qui ont été blessés. Et il y a une instruction qui a été ouverte de 2004 jusqu'en 2018. Donc elle a été close très, très récemment. Et la dernière juge en charge de ce dossier a demandé 2 choses. La première chose, c'est que les pilotes des Sukhoi et les copilotes soient traduits devant une cour d'assises. Alors pour être précis, les 2 pilotes étaient des mercenaires biélorusses et les copilotes étaient des Ivoiriens. En fait, sur les 2 pilotes, il y en a un seul qui a été identifié de manière certaine dans le dossier d'instruction. Donc c'est lui qui devrait être devant une cour d'assises, ainsi que les 2 copilotes ivoiriens. Alors on a quand même appris au mois de juillet que l'un des 2 était décédé entre-temps. Donc lui ne pourra pas être traduit devant la justice, mais en tout cas il devrait y avoir un procès en cour d'assises pour un pilote mercenaire et un copilote ivoirien. La deuxième chose qu'elle a demandé, c'est le renvoi de 3 ministres français de l'époque devant la Cour de justice de la République, à savoir Dominique de Villepin, qui était le ministre de l'Intérieur, Michel Barnier, qui était le ministre des Affaires étrangères, et Michèle Alliot-Marie, qui était la ministre de la Défense. Alors pourquoi est-ce qu'elle demande ça? En fait, dans sa demande de renvoi, et je vais à peu près citer ces mots de mémoire, elle estime qu'au plus haut niveau de l'État, il y a eu une concertation pour que la lumière ne puisse pas être faite sur ce bombardement.
Et elle cite notamment, il y a de nombreux éléments, il y a environ 13 000 pages de dossiers d'instruction, mais elle cite notamment les deux éléments les plus importants à ses yeux. C'est que les mercenaires qui ont opéré le bombardement ont été à 2 reprises à disposition de la justice française. Alors une première fois, les mercenaires biélorusses, après le bombardement, les avions décollaient de Yamoussoukro, la capitale politique qui est au centre du pays, pour mener les bombardements, mais la base arrière de l'ensemble des mercenaires, les mécaniciens, les pilotes et ainsi de suite, c'était l'aéroport d'Abidjan. Et donc ces pilotes ont fui à Abidjan tout de suite après le bombardement, et lorsque les Français ont pris position sur l'aéroport d'Abidjan, ils ont de fait détenu ces mercenaires-là. Dans le dossier d'instruction, on croit deviner qu'ils ont été interrogés, mais la juge n'a pas eu accès aux procès-verbaux de ces interrogatoires-là. Ce qui s'est passé, c'est que, en l'espace de quelques jours, finalement, les mercenaires ont été remis au consulat de Russie. Donc la version de la ministre de la Défense, c'est qu'il n'y avait pas de raison de les détenir. De manière assez curieuse, l'adjoint en charge des affaires juridiques auprès d'Alliot Marine n'a jamais eu vent de cette possibilité et du fait que ces mercenaires étaient détenus. Quelques jours plus tard, ces mercenaires se sont retrouvés au Togo. Alors la raison, c'est qu'en fait, il y a eu un intermédiaire qui a vendu les Sukhoi à la Côte d'Ivoire et qui a fait les contrats des mercenaires. Et cet intermédiaire, il est basé à Lomé, au Togo, et c'est un ancien gendarme de l'Élysée qui s'appelle Robert Montoya. Donc il était gendarme de l'Élysée à l'époque de François Mitterrand, et par la suite, il s'est reconverti dans la sécurité, notamment auprès du président Gnassingbé. Donc les mercenaires, en fait, quittant Abidjan, ont rejoint le Togo qui était leur porte de sortie avant de s'évanouir dans la nature. Mais à la frontière togolaise, ils ont été arrêtés par la douane togolaise et ils ont prétendu être des ouvriers agricoles. Et les autorités togolaises se sont demandé s'il n'y avait pas un lien avec ce qui s'était passé en Côte d'Ivoire, qui était vraiment une grave crise dont tout le monde était au courant. Et donc ils ont faxé les passeports de ces Biélorusses à Paris, en disant que voilà, ces personnes étaient détenues à la douane togolaise et qu'ils étaient à la disposition de la justice française éventuellement. Et en fait, il y a eu un silence radio de Paris. Donc ça voulait dire laissez-les, on n'en veut pas. Donc voilà le deuxième élément concernant les mercenaires qui fait dire à la juge que les 3 ministres impliqués, puisque Michel Barnier, c'est lui qui a demandé à ce que les mercenaires soient remis au consulat de Russie, et ce sont Michel Alliot-Marie et Dominique de Villepin, au travers de leur ministère, qui ont été contactés par les autorités togolaises pour leur signaler qu'ils détenaient ces mercenaires. Donc voilà un petit peu sur le volet du bombardement de Bouaké. Alors il faut quand même, je vais donner la version de l'homme qui est sans doute le mieux informé du dossier d'instruction, qui est le principal avocat des familles de victimes françaises, qui s'appelle Maître Jean Balland, et qui lui pense que le bombardement de Bouaké est une manipulation, c'est-à-dire qu'on a intoxiqué les mercenaires en leur faisant croire que dans un coin isolé du camp français se trouvait une réunion de rebelles. Les coordonnées GPS auraient été données par Paris à ces mercenaires pour repérer un bombardement sur un bâtiment qui était isolé dans lequel se trouvait personne. Il y avait évidemment Paris n'a pas été jusqu'à faire bombarder ses propres soldats de manière consciente, mais visiblement lors du bombardement, des militaires apercevant les Sukhoi ont trouvé refuge un peu partout dans le camp militaire, et c'est de cette manière-là que certains ont été blessés. Et donc la version de l'avocat, c'est que en faisant procéder à un bombardement d'une partie isolée du camp français, ça donnait à Paris une justification pour pouvoir renverser Laurent Gbagbo. Voilà. Et même donc le numéro 2 de l'opération Licorne en 2005, lorsqu'il témoigne, estime lui aussi qu'il y a eu une manipulation française à l'origine du bombardement. Donc voilà pour cet épisode vraiment très important de la crise ivoirienne. Je vais en venir quand même à ce qu'on a présenté comme la conclusion de la crise ivoirienne, à savoir la crise post-électorale de 2010-2011. Donc normalement, il aurait dû y avoir des élections en 2005, puisque Laurent Gbagbo a été élu pour 5 ans en 2001. Mais en fait, Laurent Gbagbo va refuser
de mettre en place ces élections, puisque le territoire est toujours coupé en deux, et que les rebelles sont toujours en armes, contrôlent le nord de la Côte d'Ivoire, et c'est pas des conditions possibles pour une élection. Alors ça va traîner jusqu'en 2010. En fait, il va y avoir un premier tournant en 2007 lorsque Jacques Chirac quitte le pouvoir. À ce moment-là, c'est Nicolas Sarkozy qui est élu. Nicolas Sarkozy connaît Alassane Ouattara depuis l'époque des privatisations. À ce moment-là, lui était ministre de l'économie en France, et il a rencontré Ouattara à plusieurs reprises. Et on dit qu'il entretient des liens personnels, et sous la présidence de Sarkozy, Ouattara est un visiteur régulier de l'Élysée. Pardon ? D'accord. Et en fait, Sarkozy va s'escrimer à endormir Laurent Gbagbo. C'est-à-dire que pendant que Chirac était à l'Élysée, tous les journalistes racontaient l'animosité qu'il pouvait y avoir entre les deux hommes. Jacques Chirac en voulait terriblement au fait que ce soit le contestataire historique de Doufoué qui ait accédé à la présidence ivoirienne. Sarkozy n'est pas dans cette position-là. Lui n'est pas tellement lié à l'ancien parti unique, il est plutôt lié à Alassane Ouattara. Et en fait, il va réussir de fil en aiguille à convaincre Laurent Gbagbo d'aller vers les élections, même sans le désarmement, dans un pays coupé en deux. Et il va lui donner des gages en lui faisant croire que il sera réélu et que la crise sera seulement résolue par la suite. Laurent Gbagbo a toujours eu à cœur de maintenir des liens assez forts avec le patronat français. Il va continuer à passer des contrats avec Bouygues, avec Bolloré, sans remettre en cause ces marchés-là, estimant que son ennemi se situe à l'Élysée, mais qu'il faut se ménager des contre-pouvoirs au niveau français. Et donc Laurent Gbagbo, effectivement, va accepter d'aller vers des élections en 2010, des élections où l'ONU va avoir un rôle d'observation très important et est censé garantir les différentes étapes du processus qui mène aux élections. De manière assez curieuse, l'une des étapes, c'est le désarmement, et ça, l'ONU va passer sous silence le fait qu'il n'y ait pas de désarmement. Tout le monde va passer sous silence ce problème-là, et c'est ainsi qu'on s'est dirigé vers une crise militaire plutôt qu'une résolution par les élections. Et au lendemain des élections de 2010, eh bien, d'un côté, la commission électorale indépendante, ou plutôt son président, va déclarer Laurent Gbagbo Alassane Ouattara vainqueur, et au contraire, le Conseil constitutionnel, qui est chargé de proclamer le vainqueur, va dire que 3 des départements du nord de la Côte d'Ivoire ont eu des bureaux de vote avec de trop nombreuses irrégularités, va éliminer ces résultats-là et va proclamer Laurent Gbagbo vainqueur de la présidentielle. Donc la Côte d'Ivoire va se retrouver avec 2 présidents. Il va y avoir une longue crise qui va durer plusieurs mois. Il y aura de l'ordre de 3000 morts. Mais il faut voir que ça, c'est le bilan de l'ONU et ça ne concerne sans doute que ce qui s'est passé à Abidjan. Et quand on a eu accès à la carte de répartition des observateurs électoraux, ils se sont déployés uniquement dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire le fief de Laurent Gbagbo. Très peu ont été dans le nord de la Côte d'Ivoire. Donc ils n'ont pas été observés ce qui se passait dans le fief rebelle. Et la rébellion s'est assez rapidement déclarée en faveur d'Alassane Ouattara, va descendre sur le sud du pays, aidé par l'armée française. Et là, il y a des articles du Canard enchaîné qui expliquent que des officiers français ont vraiment conseillé les rebelles pour descendre sur Abidjan. Et malgré ça, la rébellion ne va pas réussir à aller jusqu'au bout de l'offensive sur Abidjan. Et ce sera finalement l'armée française qui va intervenir, notamment avec des hélicoptères, en bombardant la résidence présidentielle. Et à nouveau, une colonne de blindés, cette fois-ci, va enfoncer le portail de la résidence présidentielle, ce qui va permettre enfin aux rebelles de prendre Laurent Gbagbo. Donc c'est de cette manière-là qu'en fait Alassane Ouattara a été installé au pouvoir. Alors nous, on ne se prononce pas sur ce qui s'est passé au moment des élections. Ce qu'on estime surtout, c'est qu'en amont des élections, les conditions n'étaient pas satisfaites. Et ça, la France était nécessairement au courant, et l'ONU aussi. Il y a eu un dernier rapport du groupe d'experts de l'ONU en septembre 2010, donc 1 mois avant les élections, et on a eu accès à ce rapport que 6 mois après. Il est resté dans les tiroirs pendant 6 mois. Il a été publié uniquement après le renversement de Laurent Gbagbo. Et ce rapport établissait de manière très claire que les 2 camps étaient en train de se réarmer, à savoir que tout le monde allait vers une sortie par les armes et non pas une sortie par les urnes. Donc voilà les 2 gros épisodes où l'armée française est intervenue, mais elle n'a eu de cesse tout au long de cette crise de légitimer une rébellion qui avait des revendications officielles sans doute tout à fait louables, à savoir que tous les Ivoiriens puissent
voter aux élections, à savoir que Alassane Ouattara puisse se présenter aux élections. Mais en revanche, en sous-main, on a eu de cesse de contester à Laurent Gbagbo la politique qu'il entendait mener. Et quand je dis ça, il s'agit pas du tout de blanchir Laurent Gbagbo par rapport aux éventuels crimes qui ont pu être menés. Hein. Lorsqu'on lève un coin de voile sur l'intervention américaine en Irak en 2003, il ne s'agit pas de défendre Saddam Hussein. Lorsqu'on lève un coin de voile sur les arrière-pensées peut-être de Sarkozy, qui a sans doute eu des financements de la part de Kadhafi en Libye, et qu'on critique l'opération libyenne, il ne s'agit pas de défendre Kadhafi. Il s'agit juste pour nous, Français, d'être conscients de ce qui se passe lorsque l'armée française mène une opération en Afrique. Je vais peut-être m'arrêter là parce que j'ai été relativement long et je pense qu'on abordera un certain nombre d'autres aspects à travers vos questions. Ok. Merci beaucoup, David, avec tous ces éclairages. Avant que je passe la parole à la salle, je vais quand même moi-même poser, disons, une question. J'en poserai peut-être d'autres. C'est, dans ce que tu viens d'exposer, dans quelle mesure on arrive à cerner le principal grief que la France a pu avoir envers Gbagbo et qui a justifié cette intervention plus que vigoureuse, dans la mesure où, à t'entendre, Gbagbo n'était pas anti-français. Il a continué à signer des contrats avec Bolloré, Bouygues et d'autres. Donc, comme on dit, je crois que c'est Mitterrand et d'autres qui ont dit, voilà, en politique, on n'a pas des amis, on n'a que des intérêts à défendre. Si Gbagbo n'était pas contre les intérêts de la France, pourquoi il a été éliminé? Est-ce que c'était juste pour faire plaisir à l'ami Ouattara ou c'était pour... il y avait d'autres choses en plus. J'en profite aussi pour demander si, dans les recherches que vous avez effectuées, puisque vous avez écrit le livre à deux, dans quelle mesure l'ONU a pu adhérer, ça s'est posé aussi avec la question libyenne, a pu adhérer aux thèses de la France pour saisir à bras le corps le camp anti-Gbagbo, jusque même ici en Suisse. Nous, on a fait un communiqué, on s'est demandé, mais la Suisse, pays soi-disant neutre, qui joue toujours les neutralités, jouer les bons offices, etc., et puis qui fait des déclarations anti-Gbagbo aussi. Donc, comment est-ce que c'est la maîtrise politique de Sarkozy qui a permis ça, ou il y a d'autres, là aussi, un soubassement qui n'est pas très très clair? Alors peut-être d'abord par rapport à la première question, et la deuxième, on peut dire énormément de choses là-dessus, c'est très très intéressante. Alors d'abord sur la première question, pourquoi est-ce que la France finalement a fini par se débarrasser de Laurent Gbagbo alors qu'il avait donné des gages, notamment au niveau économique, aux intérêts français? Alors je pense que la question est différente à l'époque Chirac et à l'époque Sarkozy. Donc à l'époque Chirac, il y a vraiment un attachement personnel extrêmement fort de Chirac à la figure d'Houphouët-Boigny et qu'il appelait le vieux. Il y avait de vrais liens d'affection, dit-on, entre Chirac et Houphouët-Boigny, des liens aussi peut-être financiers entre les deux. Toujours est-il que lui n'a jamais digéré le fait que l'opposant socialiste à Houphouët-Boigny accède au pouvoir. Voilà, ça c'est vraiment avéré, c'est ce que tout le monde raconte. Maintenant, par ailleurs, au niveau de Sarkozy, je pense qu'il y a autre chose qui a joué. Il y a ce qu'on appelle le rang de la France dans le monde. C'est-à-dire que la perpétuation de la France-Afrique, on sait depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale que la France n'est plus une grande puissance. Elle a malgré tout un siège au Conseil de sécurité, mais le fait qu'elle ait maintenu dans un état de dépendance un certain nombre d'États, ça lui rapporte par exemple un certain nombre de voix lorsqu'elle présente des résolutions à l'ONU. Ça, c'est extrêmement important. Et d'ailleurs, ça rejoint la deuxième question. Quand on voit au tout début, lors de la création de l'ONU, les débats qu'il peut y avoir, il y a une question très importante qui est celle de la décolonisation. Ça, c'est à l'agenda officiel de l'ONU. Il y a des territoires à décoloniser. La Côte d'Ivoire en fait partie. D'autres territoires qui sont encore français d'ailleurs en font partie, que la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française.
Mais voilà, il y a ces territoires à décoloniser d'une part, mais dans les échanges que la diplomatie américaine peut avoir avec les Français, il y a le problème des votes à l'ONU, hein, puisqu'il y a d'une part le Conseil de sécurité où là, les Occidentaux ont trois droits de veto, on va dire, celui de la France, de l'Angleterre et des États-Unis. Mais vous avez aussi l'Assemblée générale qui, pour le coup, est plus démocratique, puisqu'un pays égale une voix. Et là, les Américains sont très en faveur du processus de décolonisation, mais parallèlement, ils veulent pas que les voix s'égarent dans la nature, et ils sont très attentifs à ce que la France, justement, obtienne de ces anciennes colonies des liens encore politiques très forts pour que tous ces pays-là votent derrière la France. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le rang de la France dans le monde, et c'est quelque chose qui a beaucoup marqué les élites politiques françaises qui y restent encore très très attachées. Et que ce soit des gens de droite comme de gauche. Hein, même jusqu'aux les gens les plus à gauche en France, alors les plus à gauche entre guillemets. On peut par exemple citer Jean-Luc Mélenchon, qui a encore estime que les zones maritimes françaises sont un atout considérable pour la France. Bon, il faut bien voir, tout ça, ce sont des confettis d'empire, hein, et c'est lié à son passé colonial, mais lui, il voit quelque chose d'extrêmement positif. Donc ça traverse l'ensemble des élites françaises. Et parallèlement, les militaires français étaient persuadés que si la Côte d'Ivoire échappait à l'influence française, eh bien, par une espèce de théorie des dominos, d'autres pays sortiraient de l'orbite française. Hein, ça aurait été un très mauvais exemple de laisser un président qui n'était pas tout à fait clair, et je vais dire pourquoi, pour en venir vraiment franchement à répondre à ta question, le laisser être réélu, c'était un très mauvais signal donné à d'autres présidents africains qui n'ont aucune légitimité populaire et qui doivent uniquement leur accession au pouvoir à la France, et pour qui le soutien de Paris est essentiel. Donc si Paris ne sait pas maintenir l'ordre dans son précaré, c'est très inquiétant pour eux. Alors maintenant, en quoi est-ce que Laurent Gbagbo était gênant de ce point de vue-là? C'était pas sur le volet économique, hein, mais par contre sur le volet monétaire. Hein. Il y a eu des déclarations notamment de son ministre de l'économie, Mamadou Coulibaly, qui, bien qu'appartenant au Front populaire ivoirien, est quelqu'un de très libéral. Hein. Et lui a fait de nombreuses déclarations disant qu'il fallait mettre fin au franc CFA, qu'il fallait que la France sorte du franc CFA. Ceci déjà lors de l'époque de la junte, hein, en janvier 2000, il fait des déclarations. Et ensuite, lorsqu'il devient ministre de l'économie sous Laurent Gbagbo, il fait à nouveau de telles déclarations. Et il y a toute une propagande française qui est dirigée explicitement contre Mamadou Coulibaly. Il y a même, de manière assez marrante, un site qui parodiait les déclarations de Mamadou Coulibaly en l'affublant du nom de Jacques Coulibaly au lieu de Mamadou Coulibaly, et qui se moquait de ces déclarations, qui les tournait en dérision, et ainsi de suite. Et donc voilà, ça c'était l'un des signes inquiétants. Par ailleurs, sous Laurent Gbagbo, il y a eu toute la problématique sur la présence des militaires français de manière permanente en Côte d'Ivoire. Il avait obtenu que le camp militaire français devienne non plus une base permanente, mais la base de l'opération Licorne. Et les Français en étaient venus à faire des déclarations sous Nicolas Sarkozy, disant que une fois l'opération Licorne terminée, les militaires français quitteraient le pays de manière définitive. Et en fait, en 2015, donc sous Alassane Ouattara, c'est exactement le contraire qui s'est produit, puisque ça a été la fin de l'opération Licorne et la création des forces françaises de Côte d'Ivoire. Et Alassane Ouattara a applaudi des deux mains au fait que les militaires français restent de manière permanente en Côte d'Ivoire. Hein, donc, parmi les bases permanentes sur le sol africain, les bases françaises, il y a la base d'Abidjan en Côte d'Ivoire, il y a Djibouti encore plus important pour l'armée française, et il y a deux dispositifs un peu moindres, mais aussi des dispositifs permanents, à Libreville au Gabon et à Dakar au Sénégal. Donc voilà, disons que Laurent Gbagbo a eu quand même des déclarations assez nettes contre l'Élysée sous Jacques Chirac, et c'était sans doute quelque chose qu'on ne pouvait pas continuer de tolérer. Voilà. Et il y a eu toujours le débat sur le franc CFA, et aujourd'hui c'est un débat qui compte énormément. Hein, jusqu'en France, il y a un mouvement assez fort avec un leader qui s'appelle Kémy Séba,
qui entend mettre fin au franc CFA, qui a des émanations dans différents pays, qui se déplacent. Et je pense que c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Voilà. Et pareil au niveau de la société civile ivoirienne, la plupart des jeunes Ivoiriens maintenant ne sont pas dupes des arrière-pensées de la politique française. Et c'est quelque chose qui a vraiment profondément marqué les esprits. Et donc ce qu'on a assisté par la suite, nous on estime que c'est véritablement une restauration de la France-Afrique en Côte d'Ivoire à travers la personne d'Alassane Ouattara, mais ça aurait pu être quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un qui fait les intérêts de la France à un certain moment. Et d'ailleurs, lorsque Nicolas Sarkozy est venu à la cérémonie d'investiture de Ouattara en mai 2011, il est allé au consulat de France faire un discours devant les expatriés. Et c'est assez marrant parce que l'Élysée a mis en ligne un espèce de micro-trottoir avec le micro tendu aux expatriés, et l'un d'eux, un petit patron français sur place, expliquait vraiment très clairement les choses, et il disait qu'avec l'arrivée d'Alassane Ouattara au pouvoir, c'était plus de contrats pour les entreprises françaises, et que les beaux jours étaient revenus. Donc voilà, s'il y a eu un espèce de retour à l'époque d'Oufoué dans l'esprit de certaines personnes. Bien, excusez-moi, je vais encore poser une toute petite question, très rapide. Bref. Ouais. Est-ce que vous avez un pronostic sur l'issue du procès contre Gbagbo? Donc c'est vrai que tout à l'heure j'ai parlé des crimes de l'armée française, et le rôle de la France à travers le procureur qui n'a jamais eu à répondre de ces crimes, ni à Paris, ni devant la CPI, où ça devrait sans doute être le lieu. Alors, ce qui s'est passé au niveau de la CPI, on a eu donc déjà Nicolas Sarkozy, lors de la crise post-électorale, avait fait des déclarations très précises contre Laurent Gbagbo en disant que s'il ne quittait pas le pouvoir, il aurait à répondre de ses crimes devant la CPI. Alors ça a pris plusieurs mois. C'est uniquement à l'automne 2011 qu'il a été déféré devant la CPI. Entre-temps, en avril 2011, lorsqu'il est capturé, il est remis par l'ONU à l'un des anciens commandants de zone dans le nord de la Côte d'Ivoire. On estime sans doute qu'il vaut mieux l'éloigner d'Abidjan, où la situation pourrait dégénérer, où ses partisans pourraient aller le chercher. Et de manière assez ironique, d'ailleurs, l'ONU va le confier à un commandant de zone qui est sous sanction de l'ONU. Donc c'est vraiment quelque chose d'hallucinant, mais c'est le commandant Fofié Kouakou, qui est l'objet de sanctions depuis 2006, à qui les casques bleus confient Laurent Gbagbo en 2011. Donc effectivement, on sait qu'il y a eu des échanges électroniques entre le procureur Ocampo, qui est chargé d'enquêter sur ce qui se passe en Côte d'Ivoire, et la diplomatie française au printemps 2011, et il y a un échange de mails qui montre que la diplomatie française demande à Ocampo de garder Laurent Gbagbo au frais, alors qu'il n'y a pas encore de mandat d'arrêt contre Laurent Gbagbo. Donc il y a une collusion là très claire entre le procureur et la diplomatie française pour effectivement traduire Laurent Gbagbo devant la justice internationale. Maintenant, au niveau de la procédure actuelle, on ne sait plus très bien où est-ce qu'on en est. C'est donc depuis 2011, Laurent Gbagbo a été arrêté. Aujourd'hui, en 2018, il y a seulement eu la partie, donc il y a eu toute une série de témoignages, ça a duré à peu près 1 an et demi, où la procureure qui a succédé à Ocampo et qui est la Gambienne Fatou Bensouda, la procureure a pu citer un certain nombre de témoins à charge contre Laurent Gbagbo. Donc on lui reproche d'avoir commis des crimes contre l'humanité et on lui reproche précisément 4 crimes qui auraient eu lieu pendant la crise post-électorale. Comme la procédure est publique, elle est diffusée, il y a parfois des huis clos, mais la plupart des témoignages que l'on connaît actuellement se sont retournés contre la procureure. Soit ont dédouané Laurent Gbagbo, soit n'établissent pas de manière claire le lien entre Laurent Gbagbo et des crimes qui ont pu être commis, puisque tout le jeu de la procureure, c'est d'établir un lien de responsabilité de Laurent Gbagbo pour des crimes qui ont lieu dans une crise post-électorale où il y avait de fait une atmosphère de guerre civile, où il y a notamment le commando invisible qui a mené des actions au sein même d'Abidjan, et ça n'a pas été sans réaction de la part des forces favorables à Laurent Gbagbo. Donc il y a certainement eu des crimes commis de part et d'autre, mais la question au niveau de la CPI, c'est est-ce qu'il y a eu un plan concerté au niveau de la présidence ivoirienne pour que ces crimes soient commis ou pas. Et jusque-là, les témoignages sont plutôt très faibles, et même certains témoins ont dédouané complètement Laurent Gbagbo.
Et ce qui fait dire du coup au principal juge qui est chargé de cette affaire-là, il a laissé la possibilité à mi-parcours, puisque là, c'est seulement les témoignages de la procureure qui ont pu être faits, à mi-parcours, avant même que la défense cite ses propres témoins, eh bien, la défense a la possibilité, devant la faiblesse de ces témoignages, de demander l'acquittement de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudet, l'un des anciens leaders jeunes patriotes, dès maintenant. Alors, quand je dis dès maintenant, c'est la procédure dure quand même depuis très longtemps, et il y a déjà eu des défenses, des demandes de remise en liberté, mais qui n'ont pas abouti. Et donc, on est dans un entre-deux où, d'ici le mois de janvier, probablement, on saura s'il y a un acquittement prématuré ou pas, ou si la procédure se poursuit. Et elle pourrait se poursuivre encore pendant 2 ou 3 ans, nous disons. Donc voilà, ça reste extrêmement incertain. Les partisans de Laurent Gbagbo sont persuadés qu'ils vont obtenir leur acquittement. Quand on connaît un petit peu le fonctionnement de la CPI, on peut se demander si la diplomatie française, qui nous dit-on est celle qui finance le procès Laurent Gbagbo, est-ce qu'elle va laisser vraiment un acquittement prématuré? On ne sait pas trop. Voilà. Donc, comme dirait Omar Bongo, quand on finance un procès, c'est pas pour le perdre. Lui, il finançait les élections, il disait qu'il ne finance pas des élections pour les perdre. Bon, c'était un petit lien à faire. Merci beaucoup pour votre patience et on va passer maintenant à vos questions ou commentaires. Je vous prierai, d'être le plus concis possible pour que tout le monde puisse s'exprimer et 2, avant de parler, de vous présenter. Et puis j'en profite pour vous dire qu'il y a à boire, au cas où vous aurez la gorge un peu. Il y a même de l'eau chaude, je crois, ou de l'eau qu'on peut chauffer avec du café, du thé à côté. Et tout ça vous est offert, mais vous êtes priés aussi, pour ceux qui en ont l'intention, de glisser une pièce de monnaie, un billet dans le panier, mais ce n'est pas obligatoire, c'est juste un souhait. Bien, alors, on va passer à vos questions et commentaires. Qui est intéressé? Oui. J'aurais 2 petites questions très différentes. Présente-toi. Oui. Alors, je suis Donald Hall et je fais partie depuis quelques années de Survie 74. Alors, mes 2 petites questions. La première, après la Deuxième Guerre mondiale, disons alors que la France était plus ou moins occupée par les Américains, est-ce que les Américains avaient fait pression sur De Gaulle pour qu'il accorde le plus rapidement possible l'indépendance à ses anciennes colonies? Et est-ce que c'était dans l'intérêt des Américains de mettre fin au statut de colonie française en Afrique noire? Et puis, ma deuxième question, c'est la juge qui a enquêté, la juge française, qui a enquêté sur le bombardement de Bouaké. Est-ce que les autorités françaises auraient été en mesure, tout simplement, d'empêcher que cette juge, elle commence son enquête? Voilà, c'est mes 2 questions. OK. On prend environ 2, 3 questions ou interventions. Oui. Oui, je m'appelle Marcel Mutiala, je suis consultant, ancien fonctionnaire aux Nations Unies. J'ai travaillé pendant plus de 25 ans. Ma question a deux volets. J'aurais souhaité que dans les efforts qui ont été faits pour sortir de la crise, à ce que la Côte d'Ivoire, durant cette période-là, vous mentionnez peut-être la proposition qu'avait faite le président Laurent Gbagbo, le recomptage des voix. Et je crois que cette proposition avait été appuyée par un certain nombre d'acteurs. Le second volet porte sur l'instrumentalisation des Nations Unies de mon point de vue. Est-ce que, par rapport à la gestion de la crise ivoirienne, il n'y a pas eu une espèce, je dirais, de répétition que nous avions connue dans notre théâtre d'opération, notamment au Congo-Léopoldville, en 1960, lorsque, derrière le paravent des Nations Unies, un certain nombre de puissances
mus par une volonté hégémonique, ont instrumentalisé les Nations Unies pour pouvoir atteindre des objectifs qui leur étaient spécifiques. C'était vrai en Côte d'Ivoire, mais nous l'avons également vu en Libye. Ce sont mes deux questions. Merci. Ok. Encore une intervention? Oui, Je voudrais savoir, présente-toi. mon million, collaborateur de l'UPAF, bien. Ce que je voulais savoir, est-ce que Laurent Gbagbo n'est pas victime des déclats du Parti socialiste français? Parce que quand il a été élu, je peux savoir qu'il y avait eu la vertu. À l'époque, il était le représentant, le chargé des relations extérieures. Et puis, après la chute du Parti socialiste du pouvoir, donc, il aurait resté orphelin. Il serait resté orphelin. Ok. C'est une évolution par Afrique. Voilà. Ok. On va y aller avec ces questions, interventions. Alors, par rapport à l'instruction de la juge Kéris, donc, par rapport au bombardement de Bouaké, en fait, qu'en 2004, il y a l'ouverture d'une instruction. Normalement, c'est obligatoire d'instruire, qu'il y ait une ouverture d'instruction dès lors qu'il y a un assassinat. Donc, si vous voulez, les autorités françaises ne peuvent pas s'opposer à l'ouverture de l'instruction suite à l'assassinat de 9 militaires français. Ça, c'est quelque chose qui aurait été trop flagrant, d'autant plus qu'il y avait eu un large écho autour du bombardement de Bouaké. Il y avait eu une cérémonie solennelle aux Invalides en France, où Jacques Chirac avait rendu hommage aux 9 soldats français qui étaient décédés. Donc il y avait eu quand même un gros écho, et il n'était pas possible d'étouffer la justice dès ce moment-là. Voilà. En revanche, que les autorités aient fait obstruction, ça c'est très clair. Notamment, il y a beaucoup évidemment de documents autour du bombardement de Bouaké qui sont des documents militaires, qui sont des documents diplomatiques, qui sont classifiés. Donc il y a eu peut-être, je crois, de l'ordre d'une trentaine de demandes de la part des juges successifs, parce que la juge Kéris est la dernière en charge du dossier, mais il y en a eu 5 en charge du dossier, tout au long de ces années, de 2004 jusqu'à 2018. Et en fait, donc il y a les demandes de déclassification de documents. Selon le cas, elles ont été soit satisfaites, soit partiellement satisfaites, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de noir sur les documents qui sont transmis. On ne voit pas l'essentiel du document, et ou soit elles sont entièrement satisfaites, mais malheureusement elles suffisent pas à établir la vérité de manière très simple. Donc c'est uniquement par recoupement et vraiment par le travail pugnace de l'avocat des victimes qui lui a eu un rôle très important dans la continuité du dossier d'instruction, malgré la durée et malgré ces 5 juges qui ont été successivement en charge du dossier. Voilà. Mais non, c'était pas possible pour l'exécutif de faire obstacle à l'ouverture de l'instruction. Ça, très clairement, non. En revanche, il n'y a pas eu d'autopsie des corps. Et donc ça, c'est absolument anormal. Il n'y a pas eu de quoi? Il n'y a pas eu d'autopsie des corps. Et même beaucoup plus grave que ça, les familles n'ont pas eu accès aux corps, malgré leur demande. Et en cours d'instruction, lorsque des objets ont été remis aux familles, ils se sont aperçus qu'il y avait eu une inversion des corps. C'est-à-dire alors ils se sont aperçus déjà que les corps n'avaient pas été nettoyés, qu'ils étaient dans des grands sacs plastiques. Et lorsque des objets ont été remis aux familles par l'intermédiaire de la juge, les familles ont dit qu'il y avait des problèmes. 2 familles ont dit qu'il y avait des problèmes. Et en fait, finalement, il a été constaté que 2 des corps avaient été inversés, que les noms avaient été échangés. Donc voilà, il n'y a pas eu d'autopsie, et visiblement, malgré la cérémonie aux Invalides, les autorités n'ont vraiment pas fait ce qu'il fallait au tout départ de l'instruction. Voilà. On a aussi empêché les gendarmes de la prévôté, à savoir ceux qui font office d'officiers de justice sur le terrain, aux côtés de l'armée française. On les a empêchés d'examiner les corps. Donc le tout début de l'enquête a été très très mal mené. Voilà. Mais une fois que l'instruction a été ouverte quelques semaines plus tard,
Voilà, elle s'est déroulée de manière normale, sauf que l'accès aux documents classifiés est resté très difficile. Voilà. J'ai oublié le premier aspect de la question qui n'était pas sur la juge. Sur De Gaulle, les Américains et la décolonisation. Est-ce que les Américains Alors, oui. maintenant je me souviens. Le fait marquant à l'époque, c'est la guerre d'Algérie. Hein, c'est-à-dire qu'elle commence en 1954, elle s'achève en 1962 avec les accords d'Évian. Avant 54, il y a déjà des premiers actes qui sont posés par les mouvements indépendantistes, hein, mais vraiment les événements d'Algérie commencent à ce moment-là. Et c'est quelque chose qui est très marquant sur la scène internationale à l'époque. Les Américains sont très inquiets de ce qui se passe en Algérie. Pourquoi ? Parce que s'il y a la faillite des Occidentaux à gérer cette décolonisation, les pays risquent de basculer dans l'orbite soviétique. Et ça, c'est quelque chose, évidemment, que Washington veut éviter à tout prix. D'autre part, la guerre du Vietnam, la guerre d'Algérie, ce sont deux guerres qui sont perdues pour des raisons de retournement de l'opinion publique. Hein, c'est pas là pour nier ce qui s'est passé en Algérie, la lutte du FLN, ni la lutte des Vietnamiens pour des Indochinois pour l'indépendance. Mais malgré tout, ce qui est décisif à Washington et à Paris, c'est le retournement de l'opinion publique. S'agissant de la France, c'est l'utilisation de la torture. L'opinion publique ne cautionne plus ça. Et dès lors, en fait, il va falloir gérer ce qui se passe dans les autres pays, les pays voisins déjà de l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, sont menés vers l'indépendance dans des circonstances très différentes de ce qui va se passer en Algérie, évidemment. Et les pays africains, c'est un processus encore plus en douceur qui est proposé à ces pays-là. Donc voilà, c'est vraiment ce contexte international de la guerre froide qui fait qu'il y a des pressions et que De Gaulle comprend bien qu'on ne peut pas multiplier les fronts et que la guerre froide impose de gérer ça de manière différente. Et donc, bon, évidemment, les Américains le lui disent, mais lui, il l'a très bien compris. Maintenant, alors sur la thématique du recomptage, ça c'est très intéressant, parce qu'en plus, en parallèle de la crise ivoirienne, il y a aussi eu des élections qui sont mal passées en Haïti. Et là, il y a une demande de recomptage et qui est acceptée par la communauté internationale, alors que c'est pas le cas en Côte d'Ivoire. Et effectivement, vous avez raison, l'Union africaine, et notamment, il y a un panel de négociateurs autour de Thabo Mbeki qui sont envoyés c'est Thabo Mbeki, même si c'est Jacob Zuma qui a le pouvoir en Afrique du Sud. Mais donc, c'est à Thabo Mbeki que l'Union africaine demande de mener une mission de bons offices à Abidjan. Il va rencontrer à la fois le camp Ouattara, le camp Gbagbo, et il fait remonter effectivement cette proposition qui est celui du recomptage. Alors bon, c'est difficile de savoir si par le biais du recomptage, on aurait pu résoudre la crise de cette façon-là. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que c'était un processus qui était de l'ordre des négociations et non pas d'une sortie par les armes, comme on va le voir par la suite. Mais l'instrumentalisation de l'ONU, nous, on en est mais vraiment tout à fait convaincus. J'ai parlé de ce rapport qui a été gardé dans les tiroirs pendant 6 mois. En fait, c'est lors du rapport suivant, 6 mois plus tard, que ce rapport qui porte le numéro 271, si je me souviens bien, il va être rendu public uniquement avec le rapport numéro 272, et les deux rapports ont des conclusions qui vont à l'opposé. C'est-à-dire que dans le rapport 272, on demande à l'ONU de sanctionner Laurent Gbagbo et les gens qui sont autour de lui, alors que dans le rapport 271, on demandait de sanctionner des commandants de zone de la rébellion ivoirienne. Et ces mêmes commandants de zone, bien loin d'être sanctionnés, ils vont être nommés à la tête de l'armée ivoirienne dans un certain nombre de dispositifs de l'armée ivoirienne, et même certains vont être formés par la France, qui va dire, maintenant qu'ils sont nommés au sein de l'armée ivoirienne, il faut bien les former pour qu'ils respectent un minimum les droits de l'homme. Donc, on marche vraiment sur la tête. Par ailleurs, oui, il y a aussi un autre rapport de l'ONU de 2004 qui verra jamais le jour, et c'est un rapport qui a été commandé par la Commission des droits de l'homme, ici à Genève. Le rapport va être transmis au Conseil de sécurité de l'ONU, mais il ne sera jamais publié. Et donc, c'est à de nombreuses organisations des droits de l'homme, Human Rights Watch, Amnesty International, et nous, à Survie, avec notre petite voix, on l'a demandé. On a aussi demandé la publication de ce rapport, mais on ne sait toujours pas ce qu'il y a dedans.
Enfin, pas de manière officielle. Il a fuité sur Internet, mais on ne sait pas si c'est le véritable rapport ou pas. Et qu'est-ce qu'il dit, ce rapport qui a fuité? Alors, ce rapport qui a fuité, je me souviens notamment d'un passage sur la France, où on explique que la France reste un très grand propriétaire foncier en Côte d'Ivoire. Chose qu'on n'a pas pu recouper. Et de manière ironique, il explique notamment que le terrain même de la résidence présidentielle ivoirienne appartiendrait à la France. Enfin, je ne sais pas si c'est vrai. Bon, on ne l'a pas lu dans le livre, hein, mais c'est assez curieux. Voilà. Et il dénonçait aussi en parallèle ce qu'on a appelé les escadrons de la mort. En novembre 2002, il y a eu un certain nombre d'assassinats politiques en Côte d'Ivoire, à Abidjan même, et le rapport s'interrogeait sur l'origine de ces escadrons de la mort, notamment qui auraient été proches de la présidence ivoirienne. Mais c'est quelque chose qui n'a pas été établi. Mais en revanche, c'est cette partie-là qui a fuité dans la presse française, notamment en janvier 2003. Alors c'est un pré-rapport, disons. Il y a eu deux rapports successifs. Un qui a été fait dans le cadre d'une mission d'urgence pour les droits de l'homme en novembre-décembre 2002, qui parlait de ces escadrons de la mort-là, qui fuite. Il y aurait eu une annexe avec des gens qui étaient cités autour de Simone Gbagbo, la femme de Laurent Gbagbo, qui piloterait les escadrons de la mort. Après, il y a un deuxième rapport qui est demandé de manière tout à fait officielle en mai 2004, et c'est ce rapport qui ne sera pas publié et qui reparle un petit peu des escadrons de la mort et qui parle de cet aspect foncier où la France aurait des intérêts. Et donc, on ne connaît pas de manière officielle la tenue de ce rapport-là. Très rapidement, Gbagbo, victime. Alors, est-ce qu'il a été victime du PS, enfin de la faiblesse du PS français? Il y a un socialiste français qui a fait des déclarations en 2011, qui n'est pas Laberty, mais qui s'appelle François Loncle, qui était dans les groupes d'amitié entre la France et le Burkina Faso. Et lui a pointé du doigt l'influence de Madame Ouattara, et qui aurait obtenu notamment de certains médias français un très fort soutien en faveur de son mari, et des médias qui auraient dressé un tableau très noir du bilan de Laurent Gbagbo. Très sombre, pardon, de Laurent Gbagbo, notamment en rappelant sans cesse qu'il fallait attribuer à Laurent Gbagbo la politique de l'ivoirité, alors que, comme je l'ai expliqué, elle est plutôt à mettre sur le dos d'Henri Conan-Bédier. Laberty a jamais eu des fonctions extrêmement fortes au sein du PS français, donc lui avait très peu d'influence en fait au sein du PS, et parmi les têtes fortes, on va dire, du Parti socialiste, il y en avait aussi bien en faveur de Laurent Gbagbo que d'Alassane Ouattara. On peut citer Henri Emmanuelli, qui était plutôt proche de Laurent Gbagbo, mais par exemple Dominique Strauss-Kahn était très proche d'Alassane Ouattara. Donc le PS a toujours eu une ligne assez ambiguë. François Hollande était plutôt, lui, en faveur d'Alassane Ouattara. Donc le PS était relativement faible, en tout cas, pour favoriser un camp ou l'autre. Les choses n'étaient pas très claires au sein du PS. Ok, on va prendre la dernière série de questions. La mienne d'abord, comme ça je préside. Je ne sais pas si vous êtes assez inspiré, mais pour vous exhorter à poser des questions, il y a quelqu'un qui est omniprésent aujourd'hui et dont on a entendu rien dire de lui aujourd'hui, Macron. Est-ce qu'il a un avis sur la Côte d'Ivoire, sur Gbagbo, etc. À vous. Vous aviez tous la même question que moi ou... Non, moi je veux bien poser une question, mais Bruno Pelbois, donc je ne connais pas du tout toutes ces questions-là. J'ai entendu parler plus ou moins par l'intermédiaire de films de cette situation de la France-Afrique. Ouais. Un film qui était connu, qui est avec Belmondo, le professionnel, qui se trouve en fait nommé comme mercenaire pour aller tuer un président d'Afrique, et puis quelques temps après, la situation s'est retournée, il faut absolument se débarrasser de ce mercenaire.
À part ça, est-ce qu'il y a des films ou des émissions qui sont parus et qui parlent clairement de ce que vous dénoncez dans cette problématique de Côte d'Ivoire, mais plus largement de tout ce qui est France-Afrique? Est-ce que vous avez des choses qu'on pourra regarder sur Internet, ou des émissions qui ont eu lieu, ou des choses qui ont pu permettre d'avoir un éclaircissement dans le sens que vous donnez? Parce que je ne connais pas grand-chose. Mais ce que vous dites, c'est déjà pas mal, mais ce n'est pas ce qu'on entend à la télévision. Donc, c'est pour ça que je pose cette question. Encore une question? Oui. Moi, je souhaite que vous puissiez apporter quelques clarifications par rapport à 2 points. Quel est le souvenir que Houphouët-Boigny laissé à la postérité, dans la mémoire collective? Et la deuxième question, on va faire une séquence historique qui a fortement marqué les rapports entre la France et la Côte d'Ivoire et au-delà, entre la France et l'Afrique francophone, et où les rapports ont parfois été inversés. On a souvent présenté la France comme l'inspiratrice de la Côte d'Ivoire, notamment sous le comme l'aspiratrice, mais il y a parfois eu des séquences dans le processus d'évolution historique des rapports franco-ivoiriens et franco-africains où la Côte d'Ivoire, notamment sous Houphouët, a parfois dicté, d'une certaine manière, ses orientations à Paris. Je pense à la guerre du Biafra, qui, selon de nombreux spécialistes, était beaucoup plus inspirée par le président Houphouët que par le général de Gaulle. Peut-être que vous puissiez apporter des éléments de clarification par rapport à un feuilleton qui a marqué les rapports entre la France et l'Afrique, notamment francophone, dans les années 60. 67, 70. Bon, oui. Ibrahim Fofana. J'aimerais juste en fait savoir c'est qui soutenait en fait la rébellion ivoirienne, Côte d'Ivoire. Et ma deuxième question c'est de connaître en fait la vraie nationalité de Alassane Ouattara. Ouais. Alors, Donc, on peut y aller. Je pense pas qu'il y a d'autres questions. On finira avec cette question. ok. Voilà. Quelle est la politique actuelle de Macron? Le maître mot, apparemment, de Macron, c'est la stabilité. Hein, il y a eu des élections au Cameroun. C'était dimanche dernier. Donc, Paul Biya est au pouvoir depuis une trentaine d'années, je pense. Je ne sais plus exactement le nombre d'années. Les partis anglophones. Encyclopédie. D'accord. Vous pourrez compléter alors. Les partis anglophones, hein, il y a 2 régions anglophones du Cameroun où en ce moment il y a une répression absolument terrible. Et face à ça, qu'est-ce que Macron a dit au sujet du Cameroun et des élections camerounaises? Il a dit que voilà, il fallait que Paul Biya maintienne la stabilité du pays. Donc, on peut s'interroger quand même, la stabilité, qu'est-ce que ça signifie exactement? C'est un mot qu'on entend depuis très longtemps concernant la politique africaine de la France, hein, et qui masque mal le fait que la politique française, c'est de soutenir tout le temps les présidents qui font son affaire. Et donc, c'est encore une nouvelle fois le cas, de manière flagrante, au Cameroun. Maintenant, s'agissant de la Côte d'Ivoire, alors Emmanuel Macron s'est déplacé en novembre 2017 en Côte d'Ivoire, hein, et il a annoncé 1,4 milliard d'euros de financement pour que soit réalisé un gros contrat, qui est celui du train urbain d'Abidjan. Alors à Abidjan, on parle de métro, il faudrait plutôt parler de tramway. Donc c'est vraiment une somme colossale, hein. Et ce train urbain, il en est question depuis très longtemps. En fait, il y avait 2 grands concurrents pour obtenir le contrat. Un groupe canadien notamment, et face à cela, il y avait un groupe constitué d'entreprises françaises et d'entreprises sud-coréennes.
c'est plutôt le groupe franco-coréen qui l'a emporté, mais se posait la question du financement. Et le financement n'a été débloqué que sous Macron, mais il s'est assorti de l'éjection des groupes coréens de ce contrat-là. Et maintenant, c'est uniquement des groupes français qui vont en bénéficier, à savoir Keolis, une filiale de la SNCF, et Bouygues. Je crois qu'il y a d'autres groupes qui sont dedans, mais voilà, deux des groupes notamment. Donc voilà. Et ça résume très bien ce qui intéresse aujourd'hui la diplomatie française. C'est plus du tout la politique ivoirienne. Depuis 2011, Paris ne s'intéresse qu'à une chose, c'est le volet économique. Et nous, au sein de Assurvie, on fait partie d'une plateforme qui est plus large, qui s'appelle la plateforme d'aide et développement, et dans laquelle on retrouve aussi bien des organisations de développement comme le Secours catholique, le CCFD, des organisations syndicales aussi françaises et le CADTM, le Comité pour l'annulation de la dette du tiers-monde. Et parfois, il nous arrive d'avoir des entrevues au Quai d'Orsay au sujet de la dette. Et l'un des sujets concerne la Côte d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire s'est considérablement endettée sous Houphouët-Boigny, sous Henri Konan-Bédier, et il y a une dette à retraiter qui est de l'ordre de 3 milliards d'euros. Et en 2008, lors d'un sommet du G8, un certain nombre de pays ont décidé d'annuler la dette des pays les plus endettés. La France a déclaré qu'elle allait en faire autant, et en fait, elle a un processus qui est un petit peu différent. Elle retraite la dette à travers des contrats de dette et de désendettement et de développement, des C2D, où en fait le principe c'est que le pays endetté rembourse les échéances selon un calendrier bien établi, et la France réaffecte ces crédits-là sur des contrats de développement. Normalement, ça devait être des contrats visant à réduire la pauvreté. En fait, quand on regarde ce qui est financé, c'est surtout des infrastructures. Et en fait, on s'est interrogé notamment lors d'une des entrevues avec le ministère des Affaires étrangères sur la durée des contrats ivoiriens. C'est-à-dire que le premier C2D ivoirien allait de 2011 à 2015. Le deuxième va de 2015 à 2020. Et ça correspond exactement aux échéances politiques en Côte d'Ivoire. Et quand on a posé la question, la réponse du Quai d'Orsay, ça a été de dire, bah oui, il s'agit d'un soutien politique à Alassane Ouattara. Ni moins. C'est exactement ça. Donc, ils ne s'en cachent pas. Et donc, la situation politique, je pense, va les intéresser avec l'approche des élections de 2020 en Côte d'Ivoire. Mais ce qui les intéresse en ce moment, c'est uniquement le côté économique. Donc, voilà un petit peu la politique de Macron. Alors, s'agissant des films, je dois confesser que je connais pas le professionnel, mais que je vais certainement voir ce film de Belmondo, parce que vous me l'avez bien vanté. Il est très vieux et il passe en streaming. D'accord. Il y a eu un documentaire qui a eu un certain écho en France qui s'appelle La France-Afrique, tout simplement, dont l'auteur s'appelle Banquet, je crois. Voilà. Alors c'est un documentaire qui, sur le volet historique, est très bien fait. Toute l'époque, Omar Bongo, l'affaire Elf, qui était un gros... La France-Afrique. L'auteur, c'est Banquet, Benquet, me semble-t-il. Et je pense qu'on le trouve aussi en streaming. Donc ce documentaire sur le volet historique, il est très intéressant. Malheureusement, quand il en vient à la partie actuelle de la France-Afrique, il a tendance, comme beaucoup de médias français et de politiques français, à dire que la France-Afrique a beaucoup évolué et que les relations actuelles ne sont plus de cet ordre-là. Donc voilà, sur l'époque actuelle, je conseille pas forcément ce documentaire, mais à titre historique, il est vraiment très intéressant. Autrement, il y a eu des productions ivoiriennes sur la France-Afrique. J'ai oublié le titre d'un film, mais justement, en pleine crise post-électorale, la télévision ivoirienne n'a cessé de diffuser le même documentaire sur la France-Afrique. Et malheureusement, je ne me souviens plus du titre. Alors qu'il, lui, avait été sans doute biaisé en faveur de Laurent Gbagbo, mais il racontait des choses très intéressantes aussi. C'était pas Dans l'œil du cyclone, c'était quelque chose comme ça. C'était un titre avec une grosse intempérie. Je sais plus exactement ce que c'était.
Voilà. Alors c'est vrai qu'en termes de films, on n'a pas forcément beaucoup de choses. C'est plus en termes de publication que nous on produit des choses. Le dossier noir dont on parle ce soir, hein, c'est le 27e dossier noir sur la politique française en Afrique. En fait, Survie est associé dans le cadre de cette collection avec un éditeur qui s'appelle Agone, qui est très engagé en France, pas seulement sur l'Afrique, mais de manière plus générale. Voilà, et donc Raphaël Granvaux, mon co-auteur, est déjà l'auteur d'un dossier noir sur Areva, un autre sur l'armée française de manière plus générale en Afrique. Donc voilà, je peux que vous conseiller ces lectures. Alors sur la postérité d'Houphouët. Alors d'abord, concernant les Ivoiriens, ils gardent, je crois, l'image d'un président qui a assuré la stabilité du pays, qui a en bonne partie a développé le pays en termes d'électrification, en termes de scolarité. Le système éducatif était donc gratuit sous Houphouët. Et évidemment, avec la crise qui a commencé en 1993 avec le décès d'Houphouët, la plupart des Ivoiriens gardent une véritable nostalgie de cette époque-là. Maintenant, effectivement, vous avez tout à fait raison d'évoquer aussi ce qui s'est passé dans la sous-région. Avec la guerre du Biafra, alors on dit que dans les années 60, il y avait des coups de fil quasiment quotidiens entre Houphouët-Boigny et Jacques Foccart, et c'est véritablement les deux hommes qui étaient à la manœuvre dans le soutien français à la sécession biafraise. En France, on garde une image assez particulière de la guerre du Biafra, puisqu'on nous l'a présenté comme étant un véritable génocide, et il fallait, face à ce génocide, apporter une aide humanitaire aux enfants du Biafra. Alors, il y a eu des écrits, notamment de Ronnie Broman, sur l'origine de Médecins sans frontières, puisqu'à l'époque, Médecins sans frontières n'existe pas, mais la Croix-Rouge internationale et la Croix-Rouge française apportaient de l'aide au Biafra, une aide médicale, une aide aussi en termes d'alimentation, puisque en l'espace de 3 ou 4 ans, on estime qu'effectivement, il y a eu un véritable... c'est une bonne partie de la population biafraise qui a été décimée. Et donc, à cette époque où la Croix-Rouge apportait de l'aide, il y avait notamment un jeune docteur qui s'appelait Bernard Kouchner, qui était vraiment le fer de lance de cette aide humanitaire, et surtout le fer de lance de la campagne de presse qu'il y a pu y avoir en France. Et en fait, Ronnie Broman, lorsqu'il évoque ça, dénonce plutôt l'aide qui a été apportée, la propagande qu'il y a pu y avoir en France, et dénonce l'aide. Pourquoi ? Parce que dans les avions qui apportaient l'aide, il y avait aussi des armes. Et ça, il y a 2 ans, je crois, j'en ai parlé, j'ai évoqué ça devant une telle assemblée, et j'étais très ému parce que quelqu'un s'est levé à la fin pour témoigner. Lui-même était l'un des pilotes pour le compte du Secours catholique français, je crois, à l'époque. Il y avait Caritas aussi. Voilà, non, c'est Caritas, mais qui est en fait le Secours catholique, qui est affilié au Secours catholique français. Lui pilotait des avions, et lors d'un aller-retour, ils ont été arrêtés au Nigeria, et on leur a demandé de montrer ce qu'il y avait dans les caisses. Et lui était absolument persuadé que c'était uniquement de l'aide médicale et de l'aide alimentaire. Et en fait, au fond des caisses, il y avait effectivement des armes. Donc voilà, c'est pas une légende, cette histoire, comme quoi on apporte non seulement de l'aide, mais aussi parfois des armes. Donc ça, effectivement, c'est le Biafra. J'ai du mal à mettre uniquement sur le dos d'Houphouët ce qui s'est passé à ce moment-là. Il y a un très bon documentaire, là, dont j'ai oublié le nom, mais encore une fois, qui est très très intéressant sur ce qui s'est passé au Biafra, et qui interroge notamment des gens des services français qui, 30 ou 40 ans plus tard, parlent sans aucune fioriture, effectivement, de l'arme de l'aide qui a été apportée par la France. Et les Ivoiriens gardent un petit peu la mémoire de ça à travers un quartier qui s'appelle Biafra, encore actuellement à Abidjan, puisque après l'échec des sécessionnistes biafrais, pas mal de leaders biafrais ont été accueillis par Houphouët dans ce quartier à Abidjan. Bon, on peut dire que à un moment donné,
au milieu de la guerre du Biafra, il y a un représentant de la France qui est venu voir le colonel Ojukwu et qui lui a demandé de signer des contrats pour l'exploration française du pétrole. Et lorsque celui-ci a refusé, le fourniture d'armes français a cessé du jour au lendemain. C'est la première chose. D'accord. Et la deuxième chose, c'est que quand le Biafra a perdu la guerre, Ojukwu s'est exilé en Côte d'Ivoire, où il a commencé un business de transporteur, donc des camions, pas lourds, et il est mort il n'y a pas trop longtemps en Côte d'Ivoire, D'accord. donc de vieillesse. Merci pour ces compléments. Tu peux apporter d'autres commentaires? Oui, bien sûr. Très rapidement, parce que le temps... Justement, la guerre de Biafra a été provoquée par la France, tout simplement parce que le Nigeria, au moment de l'indépendance, s'est présenté comme une puissance, une première puissance noire qui pourrait, en plus qui revendiquait son leadership en Afrique, qui pourrait par là empêcher la visée française dans ce continent. Donc, la meilleure façon, c'est de provoquer la division. Le deuxième élément, c'est que Bernard Kouchner, il connaissait parfaitement le trafic des armes. Parce que la base qu'ils avaient était à Fort-Loko, ce qu'on appelle aujourd'hui Malabo, la capitale de la Guinée équatoriale. Et en 1968, quand ce pays était devenu indépendant, le président, les autorités de ce pays ont intervenu carrément ces trafics. Et c'est à partir de là aussi que Bernard Kouchner est devenu le grand ami de Mabongo. Donc c'était ces deux éléments-là qui sont. En Guinée équatoriale, il y a tout un dossier sur la guerre de Biafra, l'histoire de la Croix-Rouge, avec le nom de Bernard Kouchner. D'accord. L'histoire de Médecins sans frontières. L'histoire de Médecins sans frontières. Merci. Dernière question qui a été posée concernant le soutien aux rebelles. Qui soutenait les rebelles et puis l'origine exacte de Ouattara. Ça, moi, je ne suis pas juriste. Si je dis ça, c'est parce que vous avez dit, il se fait un moment où Bédier avait dit qu'il fallait être né de père ivoirien et de mère, en fait, ivoirienne. Et ça, c'était au temps de Jacques Chirac. Et après l'arrivée de Sarkozy, il y a eu une élection où il a pu prendre part. Donc, du coup, je ne sais pas, c'est parce que c'est avec l'arrivée de Sarkozy qui a facilité les choses ou réellement, en fait, je ne sais pas. Voilà pourquoi je pose la question. Alors, en fait, non. En 2000, peu après la grande crise de novembre 2004, il y a eu des négociations en Côte d'Ivoire par le biais de Thabo Mbeki. Il est venu à Abidjan, même très peu de temps après la crise de novembre 2004. Il a d'ailleurs été extrêmement choqué de la présence de l'armée française déployée dans Abidjan. Par la suite, au printemps 2005, il a accueilli des négociations à Pretoria, où étaient présents à la fois Henri Konan Bédier, Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo. Et Laurent Gbagbo a accepté qu'Alassane Ouattara puisse se présenter aux élections. Et ça a été confirmé ensuite en 2007, où il y a eu des accords de Ouaga, directement entre la rébellion ivoirienne et le représentant de Laurent Gbagbo. Et dans cet accord de 2007, il est stipulé que les partis signataires de l'accord de Linas Marcoussis, en janvier 2003, peuvent présenter le candidat qu'ils souhaitent, indépendamment de la loi électorale, indépendamment de la Constitution. Donc le problème a été résolu de cette manière-là, en fait. De fait, la candidature d'Alassane Ouattara était l'objet de négociations tout au long de la crise, et Laurent Gbagbo a accepté qu'il se présente aux élections en ignorant totalement le dispositif de la Constitution. Voilà. Maintenant, la question de la nationalité d'Alassane Ouattara est vraiment un débat très empoisonné en Côte d'Ivoire. Donc, moi, je prétends pas connaître la vérité.
Maintenant, les éléments qui font qu'il y a des suspicions, c'est son parcours. C'est-à-dire que lorsqu'il était à la BCAO, c'est une époque à laquelle, normalement, le siège aurait dû revenir à un Burkinabé. Il y avait une alternance entre des gens originaires de nationalité burkinabé ou de nationalité ivoirienne devaient se succéder à la BCAO, et lorsqu'il a été à la tête de la BCAO, normalement, c'est le tour du Burkina. Par ailleurs, en tant qu'étudiant, lorsqu'il était aux États-Unis, il a bénéficié d'une bourse burkinabé. Ça, c'est tout à fait officiel. Voilà. Et ce sont ces éléments qui alimentent la suspicion autour de la nationalité d'Alassane Ouattara. Voilà. Donc, je ne sais pas qui détient la vérité, mais effectivement, c'est la source de nombreux débats. Bon, je pense que les débats sont terminés aujourd'hui parce que, a priori, il ne devrait pas se représenter en 2020, même si on a eu des déclarations un petit peu ondoyantes, on ne savait plus très bien sur quel pied danser. Mais si jamais Alassane Ouattara en venait à se présenter une troisième fois en 2020, ce serait vraiment le signe